En 2014, comme vous le savez peut-être déjà, la Suède a lancé une politique étrangère féministe. Depuis, cette politique imprègne tous les domaines de notre travail, toutes nos actions. Pourtant, c'est une politique qui ne devrait pas avoir lieu à exister. Et c'est un travail qui ne doit pas se faire uniquement dans la politique, dans les hautes sphères, dans les événements. C'est une attitude, un état d'esprit qui devrait être omniprésent au quotidien, dans les petites tâches, à la maison comme à l'école, dans la vie professionnelle, dans la société comme dans nos foyers. Et nous, les hommes, nous devons assumer nos responsabilités et participer à l'évolution de cette attitude. Le chemin est encore long, même dans un pays comme la Suède, souvent pris comme exemple quand il s'agit de l'égalité des genres, les femmes gagnent toujours moins que leurs collègues masculins. Une société inégale est néfaste pour tout le monde, pour les femmes comme pour les hommes. C'est ensemble que nous pouvons faire avancer les choses. Voici pourquoi nous avons organisé cette série de discussions sur le thème de l'égalité des genres, en collaboration avec l'association Women Up, en partant d'un point de vue masculin. Je vous invite à les regarder et de réfléchir comment nous œuvrons pour un monde plus égal. Car l'égalité n'est pas seulement une affaire de femmes. Nous savons tous et toutes à y gagner. Je m'appelle Bodil et moi je suis née en Suède, mais dans une famille très internationale. Donc aujourd'hui, j'ai passé plus de temps à l'extérieur de la Suède qu'à l'intérieur, mais plutôt dans un contexte européen. Et j'ai aussi toujours un travail international, donc je voyageais dans le monde entier en fait. Et je dirais aujourd'hui, je fais partie des gens, quand je vais en Suède, ils vont me dire, mais elle est très française. Et quand je suis en France, ils vont me dire, mais elle est très scandinave. Donc, je suis quelque part entre les deux, avec un pied dans les deux et avec un cœur pour l'Europe. Et moi, j'ai grandi dans cette famille internationale, mais qui était aussi une famille qui était très humaine, très orientée humain et avec une grande ouverture d'esprit, parce que j'avais un père qui était pédopsychiatre et j'avais une mère qui, déjà dans les années 70-80, faisait des études de genre. Donc, je pense que ça m'a donné une conscience au niveau de ces questions très, très tôt. Donc, et aujourd'hui, peut-être aussi dans mon rôle professionnel, je suis PDG, voilà pour moi. Et vous? Eh bien, écoutez, bon, d'abord, je suis très heureux d'avoir cet échange avec vous. Moi, je suis né en Tunisie, de parents qui étaient instituteurs tous les deux, qui faisaient de la coopération. Et quand nous sommes arrivés en France dans les années 67, 68, nous sommes arrivés dans une banlieue qu'on pourrait considérer comme défavorisée en France, qui s'appelle Sarcelles, dans laquelle j'ai évolué, j'ai fait toute ma scolarité, mes études, j'ai connu ma femme. Et après, je suis devenu prof de maths. Okay. Parce que dans la famille, c'était comme ça. Hein. Et puis, ma femme est devenue enseignante aussi. Et nous avons eu 3 enfants qui ont été élevés à Sarcelles. On a été très, très heureux. Et puis, au bout de quelques années, nous avons déménagé à Paris. Et donc, j'ai commencé comme prof de maths, puis je suis entré dans une société d'informatique. Puis j'ai évolué, j'en suis devenu le PDG, on a été racheté par un groupe américain. Bon, bref, ça a beaucoup bougé. Et il y a quelques années, maintenant, ça fait près de 20 ans, j'ai décidé de m'associer avec un ami qui avait fondé le groupe Open pour créer l'activité qui aujourd'hui est le centre de l'activité de Open, c'est-à-dire une entreprise de services du numérique. Okay. Alors, j'ai eu, ça c'est mon parcours professionnel, mais j'ai toujours voulu faire autre chose que du business. Et donc, je me suis beaucoup engagé dans des organisations. J'ai été président du Syntec numérique de 2010 à 2016. C'est la chambre professionnelle qui réunit les entreprises du numérique. Ensuite, vice-président du Conseil national du numérique. Au cours de ces fonctions, j'ai eu, une sorte de fibre pour la question de la mixité. Alors moi, je ne suis pas féministe de conviction, de combat, mais
j'ai toujours voulu lutter contre les inégalités et celle-ci fait partie de celles que j'ai trouvées les plus flagrantes. Et donc, quand j'ai été président de Syntec Numérique, on a constaté qu'il y avait très très peu de femmes dans l'informatique et qu'il fallait faire quelque chose. Donc, j'avais créé une commission qui s'appelle Femmes du numérique, qui existe toujours d'ailleurs, et qui travaille pour qu'il y ait plus d'attractivité dans le monde du numérique. Et puis, les années ont passé et un jour, de façon tout à fait fortuite, sur un tweet, j'ai lancé une sorte d'appel pour dire que je ne participerai plus à une table ronde s'il n'y a pas au moins une femme. Et de là a été créé le mouvement Jamais sans elle, qui aujourd'hui regroupe plus de 400 hommes qui ont signé cet engagement et qui permet de laisser la place aux femmes en termes de visibilité, avec cette logique que j'ai toujours défendue. Si une jeune fille qui va avoir le bac voit, à chaque fois qu'elle voit une table ronde sur le numérique, il n'y a que des hommes, elle va dire « ce n'est pas pour moi ». Donc, c'est une sorte de valorisation des rôles modèles, de façon à essayer de changer les choses. Ça m'est arrivé aussi, hein, parce que moi, j'ai travaillé dans l'informatique aussi, avant d'arriver dans la lumière, pendant 25 ans. Et alors, en Suède, est-ce que c'est le même problème concernant le nombre de femmes dans l'informatique? J'étais plutôt à l'international, hein, qui est en Suède, même si c'était une entreprise suédoise. Oui, je dirais que c'était le même problème, parce que ça que vous venez de dire, ça m'est arrivé. Donc, c'était en Angleterre à l'époque, je suis arrivée dans une salle où il y avait 1000 hommes. Et j'étais la seule femme. Ah ben voilà, incroyable. Et c'est quasiment pire qu'en France. C'est pire qu'en France. Ça devait être 98, 99. Et c'était plus informatique, c'était sécurité aussi. Donc, qui on a fait, et ça, je pense que c'était une chose qui était bien aussi. On a commencé, et aussi en France, mais aussi à l'international, on a fait, avec l'association d'industrie, on a commencé une initiative qui, à l'époque, qui s'appelait Femmes dans le monde de sécurité. Et ça a eu des pieds un peu partout, donc un peu la même pensée par rapport à ça. Et je pense que quand j'ai réfléchi aussi, et on est né dans différents pays, mais pour moi, c'est beaucoup une question de donner un peu plus de confiance aux femmes. Parce qu'on sait aujourd'hui, par exemple, que quand les femmes cherchent un travail, un homme, pour se sentir qualifié, il va aller s'il a 50% des qualifications. Mais une femme, elle va attendre qu'elle a 95. Exactement. Je suis tout à fait d'accord. Je dirais qu'en France, nous avons exactement la même situation. D'ailleurs, on a même donné un nom à ce que vous venez de décrire, qui s'appelle le complexe de l'imposteur. Hein. C'est-à-dire qu'une femme a besoin de se justifier beaucoup plus. Et c'est pour ça que je trouve que les rôles modèles, les associations en général, les réseaux, jouent un rôle très important pour adresser ce problème-là. Et d'ailleurs, franchement, vous êtes typiquement ce qu'on appelle un rôle modèle, parce que une femme comme vous, qui a fait de l'informatique, qui a eu cette expérience, et qui en plus est devenue après PDG, c'est exactement ce qu'on veut dire, c'est possible, et il n'y a aucun problème à le faire. Non, il n'y a aucun problème à le faire, mais je pense qu'il y a, et c'est peut-être, ça je ne sais pas, on peut discuter, c'est peut-être un tout petit peu plus facile en Suède, lié au fait que je pense qu'on est vu quand même comme une société qui est très égale. Et pour moi, une des choses que la Suède a fait bien, c'était déjà dans les années 60, 70, parce qu'on a fait une législation qui était plus basée sur l'individu. Et ça veut dire si vous êtes étudiante, si vous êtes femme, si vous êtes homme, si vous êtes retraité, vous avez le même droit. Ça fait par exemple, quand vous êtes étudiante, toutes les Suédois ont le droit à une bourse d'étudiante, mais ça n'a rien à faire avec les niveaux de salaire de leurs parents. Ils sont vus comme individus. Et ça, c'est quelque chose, je pense, ça fait une différence. Parce qu'on a pu aller toute seule comme individu, on était dépendant de personne d'autre. Et c'est pareil en tant que femme. Ça, c'est une des choses que moi, je ne veux pas encore, ça fait longtemps que je suis là. Et au niveau des impôts en France, on est toujours mis dans une foyer. Donc, moi qui a gardé mon nom de famille de jeune fille, parce que notamment pour mon travail, parce qu'on me connaît depuis ce nom, donc je n'ai jamais pris le nom de mon mari.
Mais quand je fais mes déclarations, c'est toujours marqué Madame et le nom de mon mari. Moi, je n'existe jamais nulle part. J'ai essayé de le changer, mais ce n'est pas possible. Et ça, c'est des choses pour moi dans les études de chambre qui sont des petites choses. Tout à fait, tout à fait. Mais ça fait que vous ne vous sentez pas indépendant dans le même sens. Et donc là, je pense qu'il y a des choses à faire où la Suède est allée. C'est pareil au niveau de législation aujourd'hui. Si vous êtes mère ou père, vous avez le même droit au congé maternité et paternité. Donc, si vous allez à Stockholm aujourd'hui, vous allez avoir autant de papas avec leurs enfants que de mères. Et quand il y a 20 ans, c'était socialement pas très accepté. Mais aujourd'hui, c'est l'est complètement. Et les entreprises se sont habituées, ça marche. Écoutez, c'est franchement passionnant ce que vous dites, parce que finalement, c'est le chemin que nous prenons avec un peu de retard. Sur le congé de paternité, par exemple, ça progresse, même si ce n'est pas le même que le congé de maternité, mais il y a eu des progrès. Et il y a un sujet sur lequel moi je suis très, très attentif, c'est celui de l'égalité salariale. Et vous savez peut-être que depuis 3 ans, en France, on a un index d'égalité salariale, donc avec un certain nombre de critères. Et moi, je suis très fier que ma société Open, qui est une société de numérique, eh bien, a un index de 94 sur 100, ce qui est une des meilleures notes de la profession. Et c'est quelque chose qui est très stimulant, parce que maintenant, on affiche son index. Et puis, quand vous avez un index que vous ne le donnez pas ou que vous avez 70, vous êtes un peu gêné. Oui, pas bien vu. Et j'imagine qu'en Suède, c'est quelque chose qui doit être déjà acquis en quelque sorte, cette réalité. C'est déjà acquis. Mais par rapport à ça, je vous disais, il y a des choses qui étaient bien faites, et aussi au niveau de législation, aussi au niveau en tant qu'individu. Mais je pense qu'on a encore de travail en Suède aussi, parce qu'en tant que PDG à la bourse en Suède, aujourd'hui, on est 10% de femmes. Il a quand même encore 90% d'hommes. En tout cas, en France, sur le CAC 40, c'est encore pire, puisqu'il y a une femme sur 40. Donc, c'est encore pire. Donc, voilà. Mais c'est vrai que c'est surprenant pour la Suède. À vous entendre, on se serait attendu qu'il y en ait plus quand même. Et il y a des autres choses que j'ai toujours trouvé bien aussi au niveau d'échelle Europe, c'est que si vous regardez en Suède, il y a beaucoup d'hommes d'affaires. C'est très, quand même, je me suis trouvée, je ne sais pas combien de fois, parce que j'étais la seule femme, le soir, toute seule. Parce que les hommes, ils sont très orientés sport. Oui. Donc, ils vont aller courir, ils vont aller faire du vélo, etc. Et là, c'est un peu plus difficile à suivre, où je n'avais pas envie. Et là, en France, je pense c'est plus facile d'être, dans un certain sens, femme d'affaires. Il y a plus une orientation culture, littéraire, sociopolitique. C'est l'impression que j'ai. Certainement, mais je pense qu'il y a quand même encore tous ces ces repères, ces positions. C'est d'ailleurs des choses qu'il faut aussi changer, et je crois que moi, ça c'est quelque chose sur lequel je me suis engagé finalement depuis la plus tendre enfance à l'école. Il faut absolument changer les stéréotypes de façon à ce que quand on arrive dans les études universitaires, dans le monde professionnel, on n'ait plus ce type de handicap. Et moi, je crois qu'il y a beaucoup de travail à faire, en tout cas en France, je ne sais pas en Suède, sur finalement l'acculturation sur ces sujets-là et faire attention à tous ces stéréotypes. Et je crois que ça peut provoquer un vrai changement de culture par la suite quand on arrive à l'âge adulte. Oui, je pense aussi ça en combinaison avec le fait de donner confiance aux femmes. Je pense que, et ça commence aussi, je pense que c'est un travail pour l'école, c'est un travail pour les parents, c'est un travail pour tout le monde. Si on a ça avec soi, je suis très gratifiante vis-à-vis de mes parents qui m'ont déjà donné ça très tôt. Et ça a rendu les choses beaucoup plus simples après. Alors, moi, je pense qu'il y a aussi le rôle des réseaux, parce que
il y a de plus. Alors, je ne sais pas comment ça se passe en Suède, mais en tout cas en France, et j'y suis souvent invité. D'ailleurs, c'est souvent des réseaux qui n'excluent pas les hommes. Hein, d'ailleurs, j'y suis très, Ouais. très attaché aussi. Hein. Donc, ce sont des associations qui promeuvent eh bien, ce que vous avez dit, c'est-à-dire la confiance en soi, de pouvoir échanger des tuyaux. Et par exemple, quand il s'est agi pour moi parce que nous aussi, nous sommes une boîte cotée en bourse. Hein, et vous savez, il y a une loi qui s'appelle la loi Copé-Zimmermann sur les conseils d'administration. Et Ouais. donc maintenant, on est tenu d'avoir un 40% de l'autre sexe dans son conseil. Et quand il s'est agi pour moi d'aller chercher des femmes compétentes, parce que je conteste tout à fait cette critique qui consiste à dire cette loi nous force à prendre une femme, quelle qu'elle soit, même si elle est nulle, et c'est tout à fait faux. Simplement, comme nous devons avoir 40% de femmes, eh bien, nous allons chercher dans ces réseaux des femmes compétentes, et ce que nous trouvons très facilement, puisque Ouais. à chaque fois, j'ai une shortlist, je sélectionne une quinzaine de femmes, et j'ai toujours une shortlist de 3-4 femmes qui sont très, très compétentes. Et ces réseaux-là, eh ben, ça permet finalement de nous aider. Et maintenant, vous savez que la France, je crois, est un des pays au monde où le taux de présence dans les conseils d'administration est le plus élevé. Ouais. Et je pense, je suis tout à, on est très, on est très, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et c'est aussi pour moi ma propre histoire. Parce que, si vous regardez les femmes, on a peut-être moins de temps aussi parfois avec notre vie à côté de prendre beaucoup de temps pour nos activités de réseau. Donc, on est moins visible. Et ça que je sais parce que moi, ça fait 10 ans que je fais partie d'un conseil d'administration en Norvège. Et c'est comme ça que je suis devenue PDG après. Parce que moi, je suis arrivée dans le conseil d'administration parce qu'il fallait trouver une femme. Et ils sont cherchés. Et quand j'ai demandé à l'époque au monsieur qui faisait le recrutement, j'ai dit, est-ce que c'était compliqué? Il m'a dit, il m'a fallu essayer un peu plus dur, de faire un peu plus d'efforts pour trouver. Mais pour trouver de femmes compétentes, il n'y avait pas de problème. Et quand on cherche, on trouve. Hein. Oui, c'est ça, exactement. Et ça fait qu'après, j'avais la visibilité. On m'a connue. Et donc, moi, je pense que c'est un excellent. Moi, je suis tout à fait pour aussi. Hein. Oui, alors Parce que ça, c'est la discussion que nous avons souvent en France, y compris avec des femmes, c'est sur la nécessité d'avoir des quotas. Alors, ouais, je dis souvent que moi, sur ce sujet-là, j'ai changé d'avis. C'est-à-dire qu'il y a ouais, quelques années, j'aurais dit, comme certains et certaines, hein, que les quotas dévalorisent finalement les femmes parce que on est obligé d'en prendre en quelque sorte, mais que finalement, je me suis aperçu que d'abord, c'était faux. Euh, mm, on trouve des femmes compétentes quand mm, on les choisit et quand on les cherche, et n'importe quel chef d'entreprise ne va pas faire n'importe quoi pour avoir une femme quelle qu'elle soit. Donc, on non, fait vraiment un effort. Et la deuxième chose, il faut se rendre à la réalité. On aurait attendu peut-être 2 siècles pour avoir ouais. le niveau Oui, qu'on a oui, obtenu en 5 ans. oui, non, non, mais c'est sûr. Moi, ce n'est pas un problème de compétence, c'est un problème de visibilité. Exactement. Donc, c'est sûr. Hein. Et vous, si vous regardez la France, qu'est-ce que vous pensez qu'il pourrait être pour vraiment faire une prochaine étape en France? Cette législation a aidé. Il y a quoi d'autre qu'il faut faire pour… Alors, pour moi, il y a la chose la plus importante, mais je dirais Ouais, même, comme je suis dans le monde du numérique et très engagé, il faut se préparer à ce nouveau monde dans ouais, lequel nous allons entrer. Nous sommes en train d'entrer. ouais, Donc, ouais, il n'y a pas plus important que l'acculturation, l'éducation, la ouais. formation. Et d'ailleurs, des fois, on me pose la question, qu'est-ce que tu ferais si tu étais président de la République? Et je n'hésite jamais. Je réponds, je mettrai un budget colossal sur l'éducation. Voilà, parce que Ouais, nous allons entrer dans un nouveau monde et il faut s'y ouais, préparer. Et ce nouveau monde, il faudrait qu'il évite de dupliquer les défauts du précédent monde. Donc, il faut que les femmes ouais, s'impliquent dans le coding, s'impliquent dans l'intelligence artificielle, s'impliquent pour construire ce nouveau monde. Et je dirais qu'il y a d'une part cet effort à faire en termes d'éducation et d'autre part, quoi qu'on en dise,
une législation qui stimule eh bien, la présence des femmes. Et ça, je pense que c'est pour le faire plus visible, le rendre plus dans le monde des entreprises, mais aussi enlever ces petites choses qui fait que la femme ne se sent pas en égal. Tout à fait. Donc, en particulier, et d'ailleurs, je crois que le numérique peut jouer un rôle là-dessus, on le voit, hein, sur l'équilibre vie familiale, vie professionnelle, qui n'est pas qu'un problème de femmes. Je pense que maintenant, beaucoup d'hommes revendiquent cela, un petit peu sur le modèle que vous avez décrit en Suède, avec le congé de paternité, mais sur bien d'autres choses. Par exemple, le présentéisme. En France, la plaisanterie, quand vous quittez votre bureau, je veux dire, à 16h30 pour aller chercher vos enfants ou 17h, on dit « Ah, tu t'es mis à mi-temps ». Voilà. Voilà, mais c'est très négatif, tout ça. Négatif. Et je crois que le numérique, un peu en cassant ces codes de temps, de distance, avec le télétravail, tout ça, eh bien, va permettre une évolution dans l'intérêt de tout le monde, de la société, en fait. L'égalité homme-femme est un combat de société. C'est pas un combat. C'est pour ça que tout à l'heure, j'hésitais sur la notion de féminisme, parce que dans ma vision du féminisme, il s'agit d'un combat humaniste et d'un combat de société. Oui, et c'est aussi, je pense, une nécessité. Et s'il y a quelque chose ces dernières années, cette année qu'on vient de vivre, nous avons appris aussi, c'est que vous dites, ça change tellement rapide. Et tout montre aujourd'hui, si on veut être ouvert au monde et s'adapter au changement, il faut avoir une vie qui est 360 degrés. Exactement. Et la façon la plus facile d'avoir ça, c'est d'avoir de différents points de vue. Et c'est-à-dire, si on n'a pas 50% de la population qui fait partie, ce n'est pas possible. Donc, c'est la façon la plus simple à faire, à avoir une discussion par rapport à différents thèmes et pour voir des choses et faire en sorte qu'on a fait le tour de thèmes. Ça m'a fait plaisir de vous connaître, Bodil. Vraiment, c'était pareil. Un bonheur. On s'est croisés peut-être quelque part. Ah oui, si je viens à Stockholm, je vous appelle. Oui, vous